Bonjour et bienvenue dans ce 71e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Et ce mois-ci, nous recevons David Rousset qui vient nous parler de Progressive Web Apps, de PWA. Bonjour David et merci d'être là. Wouhou! Salut les copains! Ça va bien? Bah ouais, écoute, ça a l'air. Ça a l'air. Ouais, ça je vois, ça a l'air, ouais, effectivement. En plus, on vient parler de techno que tu utilises tous les jours, qui sont des technos dans ton dada, on va dire. Donc, ouais. On bosse là-dessus. Moi, c'est mon boulot de tous les jours, c'est clair. Je suis payé pour faire ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Putain, il est payé en plus, les gars. Et grâce à tu vois, quoi. Lui, il est payé, et nous pas, tu vois. C'est gratuitement, lui, il est payé. À vous de vous poser les bonnes questions, les copains. C'est un truc qui va pas. Alors, si vous voulez savoir comment il est bien payé. Écoutez le dernier épisode de la confrérie, ils en parlent, justement. J'espère. Faut que je l'écoute. Il est payé en blinde, a priori, j'ai compris, moi. Ah ouais, c'est une nouvelle unité, la blinde. C'est l'unité, c'est la blinde. Peut-être juste avant de parler de PWA, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et j'ai envie de dire, à la limite, il faut revenir dans un précédent épisode, parce que c'est pas la première fois que tu viens nous voir. Tu étais déjà venu nous parler d'autres choses il y a quelques mois ou quelques années maintenant, je ne sais même plus, il y a déjà un bout de temps, je pense. Ça passe vite, ouais. Ouais, c'était un DFD, si je me rappelle bien, quand on avait fait ça dans les salles de cinéma. Donc, mais donc peut-être. N'oublie pas. Comment? Une petite distinction chez nous, c'est qu'il y a les podcasts et les meet-up. Et il était venu il n'y a pas longtemps dans un meet-up. Oui, tout à fait, ouais. Mais qui ne sont pas diffusés dans le flux des podcasts, qui sont diffusés en parallèle. Donc, c'est les apéritifs. On va reparler de ça. Mais donc peut-être, présente-toi peut-être rapidement aux gens, comme ça on sait qui tu es. Enfin, les gens savent exactement qui tu es. Donc, alors, bonjour, je m'appelle David. Faut savoir que j'ai un humour pourri déjà, donc préparez-vous. Donc ça passe ou ça casse. Je travaille pour Microsoft depuis 20 ans maintenant, donc je suis un dinosaure de Microsoft. J'aime le code depuis tout petit, comme je pense tout le monde ici là. Ouais. Et ensuite, je travaille pour Corp en ce moment. Après avoir longtemps travaillé pour Microsoft France, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'évangélisation, donc des conférences pour Microsoft. Et j'ai rejoint Corp il y a 5 ans maintenant. Donc, je suis basé en France. Je vis toujours proche de Paris, mais je travaille pour les Américains dans la division Windows plus Devices. Donc, on a à nouveau une division dédiée pour Windows après avoir été malmené. Et Devices, c'est Surface et aussi tous les OEM avec qui on travaille. Et à l'intérieur de cette division, il y a une division qui s'appelle PAX. Et nous, on s'occupe de tous les qu'on appelle Essential Apps. C'est-à-dire que quand tu déballes un PC, il faut qu'il y ait forcément quelque chose qui se passe quand tu double-cliques sur un fichier qui est assez connu. Donc, si tu as une vidéo, qu'on a un player de vidéo. Donc, ça, c'est Movies and Applications. Pad, Cal qui a été mis en open source, qui a rendu fou les gens, c'était rigolo. Et pas mal d'autres applications qu'on appelle essentielles. Donc, on a du pure engineering, des gens qui font du C++, du XAML, du C#, etc. On a ensuite une partie qui s'occupe de travailler avec des partenaires stratégiques dans laquelle je suis aussi en partie. Donc, je travaille avec Twitter, Pinterest, qui sont des PWA, on en reparlera, et des gens qu'on engage comme ça. Quand on a des nouveaux OS qui arrivent aux nouveaux devices, du coup, on travaille avec eux. Et pour finir, des projets open source. Donc, moi, je suis le lead du projet PWA Builder, qui est un projet, on va en reparler, j'imagine, qui permet de vous aider à soit partir de zéro, soit transformer un site web existant en Progressive Web App, soit aller vers les stores. Ok. Et le fait de travailler pour Corp, ça change quoi? Tout le dev se fait là-bas, quand tu parles de Corp, c'est les US, quoi. Ouais, voilà. Alors, quand on dit Corp, c'est souvent Redmond. Alors, grâce ou à cause du Covid, c'est en train de changer un petit peu. C'est-à-dire que ça ouvre un peu les chakras des gens pour se dire, finalement, on peut peut-être bosser avec des gens chiants en Europe en remote. Ce qui est plus embêtant pour eux, c'est finalement pas tellement le remote, surtout pour les devs, parce que moi je suis PM, donc ça nécessite plus de, on va dire, politique ou networking. Donc c'est humain, c'est toujours plus simple de le faire physiquement qu'en remote. Mais comme tout le monde est en remote, moi j'ai pu travailler avec sur plein de nouveaux projets qui étaient cool.
C'est le décalage horaire. On a quand même 9 heures avec la côte ouest. Donc moi, je travaille souvent le soir. Là, par exemple, je viens juste me réveiller juste pour vous, parce que c'est beaucoup trop tôt pour moi. On essaiera de faire ça plus tard, alors, à 2-3 heures du matin. Ensuite, le dev, et il y a beaucoup de dev à Redmond, donc sur le campus Microsoft. On a du développement en Chine aussi, en Inde, et on en a un peu en France. Donc du coup, on a une entité qui s'appelle MEC, Microsoft Engineering Center, qui est donc dans les mêmes locaux à Issy-les-Moulineaux que Microsoft France, enfin dans les mêmes buildings, mais ils sont séparés physiquement parce que c'est 2 entités juridiques différentes. Et on a 150 ingénieurs quand même qui sont là. Ouais. Qui font du dev donc depuis la France, depuis Paris. Ouais, donc c'est suite à un rachat de MusiWave qui faisait un peu musique, groove, etc. Et donc on a transformé, ils sont restés, puis maintenant ils travaillent pas mal sur Dynamics ou Power Apps ou des trucs comme ça. Ouais. Et on a toujours une petite équipe qui est rattachée à ma division que je connais, qui travaille sur Movies and TVs. Ok. C'est pour ça que tu as fait une annonce là ce matin ou hier, je ne sais plus. Là. Exactement. Vous embauchez. On cherche des gens pour bosser sur la partie service, donc pas sur la partie UWP, app, etc., mais plus sur la partie service, donc qui sont essentiellement dans Azure, bien sûr, mais il faut juste avoir des compétences back-end, on va dire. Ok, revenons peut-être au PWA alors, puisque c'est le sujet du jour. Explique-nous peut-être déjà le début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? C'est quoi Progressive Web App ? Alors, c'est à la fois un terme marketing et à la fois un terme technique, et c'est un peu flou en fait. Avant tout, une Progressive Web App, donc ça veut dire PWA, c'est ça, il faut retenir Web App, c'est avant tout un site web. Parce que les gens souvent sont dans la confusion de se dire « Ah, c'est une nouvelle technologie toute fraîche, etc. » comme la canette de Richard. Et du coup, ils se disent je vais devoir partir de zéro. C'est-à-dire que j'avais un site web, je suis obligé de tout recommencer, etc. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. D'où le terme progressif. Le terme progressif dans le monde du web, ça veut dire qu'en fait, on avait le terme de progressive enhancement, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'utiliser forcément tous les jouets. Et donc, on allait demander au navigateur quelles sont les capacités que tu supportes actuellement. Et en fonction de ça, j'allais améliorer dans mon code. J'avais des branches de code qui disaient si le navigateur, je ne sais pas, supporte le Bluetooth, je vais proposer une expérience différente pour cet utilisateur sans casser pour le reste, sans forcer les gens à avoir cette feature disponible. Donc, ce côté progressif, en fait, on se disait, au fur et à mesure, les gens vont pouvoir améliorer leur site web existant pour se rapprocher, et ça, c'est l'intention, se rapprocher de ce que peut faire une application native. Et c'est là où c'est compliqué, c'est en termes d'expérience utilisateur plutôt. Quand on regarde aujourd'hui une application native dans les stores ou de manière générale, elles sont souvent conçues parfaitement le offline, par exemple. Ou mode airplane, si tu passes en mode avion sur ton téléphone, tu peux toujours lancer la plupart de tes apps qui viennent du store. Peut-être que certaines vont pas fonctionner parce qu'elles ont besoin de l'offline, enfin de l'online pour certains services, mais par exemple Spotify, tu peux tout à fait synchroniser une partie de ta musique et même dans le long voyage qui nous sépare de Paris à Seattle, écouter ta musique en offline. Donc ce genre d'expérience manquait au site web. La gestion de l'offline était horrible, voire impossible à gérer sur un site web. Et ensuite, on manquait pas mal de capacité dans le navigateur par rapport à avant pour pouvoir le gérer. Aujourd'hui, on a tellement de choses disponibles dans le navigateur qu'on se dit on peut aller sur un site web existant, l'améliorer et se rapprocher le plus possible d'une application native. Alors, quand on parle pas forcément de performance, parce qu'il y a des scénarios où on sait la technologie web, JavaScript sera moins efficace que des langages natifs. Le jeu vidéo, c'est un excellent exemple, par exemple. On n'est pas prêt. On peut faire des jeux vidéo en PWA, moi j'en fais. Ça va dépendre de l'audience. Mais si on veut vraiment exploiter au maximum les ressources de la machine, il faudra faire du C++, du DirectX, du truc de bourrin. Mais la plupart des cas, les partenaires qu'on voit, eux, ils sont intéressés à réutiliser un site web existant et d'aller dans les stores plutôt que de faire une app native. C'est des applications plus métiers, c'est des formulaires, j'encode des données. Pas forcément, parce que moi, dans les partenaires que j'ai, on est ce qu'on appelle des pure player web. Twitter, par exemple, ça ne les intéresse pas de faire forcément une app native pour aller vers un store ou
et tout fonctionne parfaitement dans le site web, hein, en fait. Ouais. Ou Pinterest, par exemple. Pinterest, c'est un partenaire avec lequel j'ai travaillé aussi. Tu vois, ça va être quand même des verticaux particuliers. Donc, il y a certains verticaux qui ne sont pas encore forcément touchés par PWA aujourd'hui. Mais dans la grande majorité de nos partenaires, l'intention, c'est d'améliorer la web existence pour se rapprocher d'une expérience dite d'une application native et surtout de capitaliser sur la compétence de leurs développeurs et leur existant. Ça serait une possibilité de dire que Pardon, Richard, non, vas-y. C'était toi. Non, il y a aussi un autre point qui est super important, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'application qui doit se rapprocher le plus possible d'une application native, mais il y a également l'intégration des Progressive Web App à l'intérieur des OS. Et donc, qu'est-ce que fait l'OS pour intégrer ces différentes applications, quoi. Et là, il y a eu du côté d'Android et du côté de Windows des grosses avancées, quoi. Alors, bien sûr, pour être honnête, je vais répondre à ta question juste après, parce que l'autre partie de PWA, c'est une composante technique. Pour te déclarer comme PWA, qu'est-ce que tu dois faire au niveau de ton site web? Tu dois implémenter 3 choses qui sont obligatoires. Être servi forcément en HTTPS, mais quasiment maintenant tous les derniers jouets disponibles dans un navigateur web sont activés uniquement si tu es en HTTPS, ta caméra, plein de trucs comme ça pour des raisons de sécurité et de privacy. Il faut avoir en place un manifeste, donc un manifeste qui va expliquer quelles sont les icônes associées à mon site web, comment mon site web se comporte lorsqu'il est installé, est-ce que je veux forcer le mode portrait, paysage, une description exactement en fait comme la description de ton app dans un store, ce qu'on appelle les Product Description Page. On retrouve beaucoup de choses dans le manifeste. Il est censé se substituer un peu à ça, mais de manière standardisée par le W3C. Et la partie la plus importante et la plus complexe des fois à mettre en place, c'est le Service Worker. Donc le Service Worker, lui, c'est un petit morceau de JavaScript qui tourne d'ailleurs sur un thread séparé. C'est assez rare pour le notifier. Il ne tourne pas sur le thread principal de la page web. Et lui s'occupe d'aider le développeur à choisir clairement sa stratégie de cache et comment gérer les requêtes réseau qui vont de la page web vers le serveur. Et c'est ça qui va permettre une expérience offline améliorée. Typiquement, on peut refaire un Spotify, par exemple, en tant que PWA, et également améliorer les performances, parce que du coup, comme je sais exactement quelles sont les ressources que je vais peut-être mettre à jour souvent sur mon site web et d'autres qui sont assez statiques, ça ne sert à rien qu'à chaque fois, j'aille demander de retélécharger certaines informations. Et donc ça, c'est la brique technique, on va dire. Pour répondre à ta question, Richard, ensuite, Microsoft, on investit énormément sur les PWA, alors que ce soit Office. Office, c'est une grosse partie avec des gens avec qui je travaille. Eux, ils croient vraiment dans la partie PWA pour une raison simple, c'est que du coup, ils peuvent toucher toutes les plateformes avec déjà une excellente expérience avant d'envisager de faire une application native après sur ces plateformes-là, y compris nos propres futures plateformes, en fait. Et ensuite, on voulait que l'intégration soit bonne côté Windows. On y voit une opportunité de se différencier aussi, nous, de Chrome, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est qu'on réutilise la même base de code de Google Chrome, donc le projet open source Chromium. Et on se dit, si on peut améliorer l'intégration dans le système, les gens vont peut-être plus choisir Edge que Chrome pour ça. Alors, c'est quoi l'intégration dans le système? On va voir les badges, par exemple. C'est-à-dire que vous avez le lecteur de mail par défaut, vous avez les petits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, maintenant, une Progressive Web App peut l'avoir si vous l'épinglez sur la barre des tâches. Vous allez avoir les notifications, elles vont arriver avec le nom de la Progressive Web App et le logo plutôt que de voir Microsoft Edge ou Chrome. Aujourd'hui, si vous avez une notification, vous allez voir l'afficher en tant que navigateur. On est en train de travailler pour que dans le Task Manager, on voit la PWA comme un process à part, comme une vraie application plutôt qu'un des tabs du navigateur. Donc plein de choses comme ça, on essaye de s'intégrer au maximum dans l'OS pour que ça soit vu comme une app. Pour l'utilisateur qui télécharge depuis le store ou qui l'installe depuis le navigateur, il ne voit pas de différence de comportement avec une app native. Donc on voit bien l'intention, du coup, cette fois-ci, qui n'est pas explicitement décrite dans le terme marketing PWA, mais c'est ce qu'on souhaite faire. Et avec Google, j'ai beaucoup de discussions fréquentes avec eux, ils ont la même approche. Ouais, donc c'est vraiment le même code. Donc en fait, on part au départ d'une page web, d'un site web en HTML avec JavaScript et autres,
et on va essayer de transformer ça pour que ça devienne une application autonome de type PWA. C'est ça, je suppose, le principe. Je te coupe parce que je vois souvent, et moi je suis pas d'accord avec ça, c'est ce que je voulais dire avant Richard, des fausses idées qui disent que ouais, mais PWA, tu dois pouvoir proposer du offline. Tu peux pouvoir, moi je dis, mais t'es pas obligé, parce que je vais imaginer Twitter, si t'es offline, t'as l'air d'un con, quoi. Oui, alors c'est un bon point, et c'est la discussion que j'ai avec plein de partenaires. C'est pas le fait d'avoir l'air d'un con qui est un bon point. Non. Surtout pour Christophe. Oh, moi ça me gêne pas. J'oublie que je suis intelligent quand j'ai l'air d'un con. Et du coup, le service worker, il faut au moins avoir un service worker qui ne va pas forcément prendre en charge toute la partie offline. Dans le cas de Twitter, oui, bien sûr, tu n'auras pas les derniers tweets, par exemple. Mais ce qu'on souhaite, et là à nouveau, c'est la discussion que j'ai fréquemment avec les copains de chez Google, c'est on ne veut pas que quand tu télécharges une PWA ou que tu installes une PWA, que tu aies la page par défaut 404 du navigateur quand tu n'as pas de connectivité. Donc, tu ne l'as jamais dans une application native, pas d'un seul coup, tu n'as pas de connectivité dans l'app Twitter, elle ne va pas te dire, elle va pas te faire un message horrible qui est incompréhensible pour l'utilisateur. Ça va être géré par l'app, c'est-à-dire qu'elle détecte l'absence de connectivité, elle a un comportement par défaut qui va être soit une UI sympa en disant bah voilà les derniers tweets que je peux t'afficher parce que j'ai plus de connectivité, ou alors s'il te plaît reconnecte-toi. Enfin voilà, ça c'est le minimum syndical, on va dire. Mais on ne l'oblige pas aujourd'hui, comme tu le dis. Même si tu mets un service worker qui est juste là pour récupérer une partie des pages et les resservir en cas d'absence de connectivité, si l'utilisateur navigue vers une page qui n'est pas encore là et qui se tape la page 404, personne ne te force de le faire aujourd'hui. C'est là où, avec Google, on réfléchit à forcer un peu plus les développeurs à prendre cette habitude de la qualité qu'on a chez les apps natives, parce que ça, c'est un truc où les gens qui font des apps natives, ils ne se posent même pas la question. Ils vont le tester et ils vont te le proposer. Donc là, par exemple, chez Google, ils ont été un peu trash, je leur ai dit. C'est si tu publies une PWA dans leur store et que ça utilise Chrome comme navigateur par défaut, si tu ne catches pas une erreur 404 ou n'importe quelle erreur de type ou même 500, ils crachent le process Chrome pour forcer les développeurs à bien prendre en charge ça. Ils nous ont dit c'est une manière qu'on a trouvé un peu peut-être difficile, mais non. Donc, nous, on s'est dit, vous punissez un peu l'utilisateur aussi, parce que l'utilisateur ne comprend pas ce qui se passe. Mais tu vois le genre de direction dans laquelle on veut aller, c'est il y a la flexibilité du web et en même temps, on veut atteindre la qualité des apps natives. Et il n'y a pas de tests faits lors de la publication. Je sais bien quand on publiait des applications, que ce soit sur iOS ou sur Microsoft en son temps, il y avait toute une batterie de tests, même automatique. C'est-à-dire, en gros, on enlevait le câble réseau, on était offline, et puis on regardait comment l'application se comportait. Moi, j'avais eu des retours en disant, votre application, elle ne gère pas le fait que vous êtes hors réseau, quoi. Ah, tu as raison. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait sur PW Builder. On teste ton site, ton app, quelque part en offline. Et puis, on te dit, et c'est pour ça qu'on commence à différencier, ta PWA n'est pas prête pour le store, selon nous. C'est-à-dire que c'est une PWA, comme le disait Christophe, je ne suis pas obligé de gérer l'offline, donc tu respectes les conditions minimum pour te déclarer PWA, mais selon nous, tu ne vas pas proposer une expérience satisfaisante pour les stores parce que en offline, ton app ne se comporte pas bien. Aujourd'hui, c'est des recommandations, quoi. C'est des recommandations. Les stores, que ce soit Microsoft ou Google, ne forcent pas ce comportement-là. Je pense que ça va changer dans le futur. Donc, on est dans une période de transition. Justement, là, j'ai quand même une question fondamentale, que je trouve fondamentale. C'est qu'on parle d'application PWA, donc on a dit, une application PWA, c'est un site web, bête et méchant. Et là, tu parles de store. Donc, j'allais dire, moi j'ai mon site web qui est fait, là, on va dire, j'ai mon super site web qui s'appelle devaps.ms. Qu'est-ce que je fais pour que ça aille sur le store? Alors, est-ce que c'est Microsoft qui vient le chercher? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Alors, je vais t'expliquer, mon bon Richard. Oui, merci, papa. Souvent, quand tu fais un site web, c'est que ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu touches, elle est énorme. Donc, et tu as la gestion toi-même de la mise à jour de ton site web. Donc, c'est pour ça que les gens n'étaient pas forcément intéressés par les stores. Sauf qu'il se trouve qu'il y a une partie des utilisateurs, notamment sur mobile, qui ont été fortement éduqués sur
rechercher une app à travers le moteur de recherche du store, que ce soit sur iOS, Android, dans une moindre mesure, nous, mais étonnamment, vous seriez surpris, il y a pas mal de gens qui passent aussi par notre store pour trouver des sites web, des PWA. Ouais. Donc, on a, par exemple, Twitter fonctionne énormément bien et Pinterest, pareil. On a des excellents résultats d'acquisition de cette application à travers le store de gens qui ne seraient pas passés par le site web. Et pourtant, c'est un site web dans les deux cas. Donc, pour répondre à ta question, Richard, en fait, on a des partenaires et des gens qui sont intéressés par cette visibilité des stores comme un moyen d'acquérir des utilisateurs qui ne touchaient pas encore sur leur site web à travers le navigateur, tout bêtement, ou un moteur de recherche classique. Pour être visible dans le store, il faut créer des packages. Et c'est là où, en fait, où ça peut être un peu casse-pied pour un développeur web. Un développeur web, en général, il n'a jamais été mettre les pieds dans un portail de publication d'une app dans le store parce que ça le saoule, parce qu'il faut demander la validation, il y a tout un process, etc. Donc, nous, on essaye avec PWA Builder, je vais vous le montrer après, de simplifier ce process. Parce que dans le cas de Microsoft, donc on a lancé récemment un nouveau format, une nouvelle fonctionnalité, c'est le support de notre nouveau Edge basé sur Chromium. Et on va faire un package qu'on appelle MS-AX. Donc, c'est un nouveau type de package qu'il faut donner au store pour qu'en fait, il référence l'application, qu'il prenne les icônes, etc. Tu cibles les marchés sur lesquels tu veux publier ton application, etc. Et une fois que c'est validé, qu'on vérifie aussi que tu ne fasses pas de contenu offensant ou dangereux, etc. Donc, il y a quand même une phase de validation qui n'existe pas sur ton site web. Si tu as envie de mettre, dans une certaine mesure, il y a quand même des lois qui t'interdisent de mettre n'importe quoi sur un site web. Mais globalement, tu peux mettre à peu près ce que tu veux et personne ne va venir t'embêter. Là, il y a quand même une phase de validation. Et une fois que c'est validé, donc ce package est dans le store, il va s'installer sur la machine. Dans le cas de Windows, en fait, ça va télécharger un package qui va demander à Edge exactement la même chose que si tu avais cliqué sur le bouton plus, tu sais, dans la barre qui n'est pas très connue, pour installer l'application localement. Sauf que le package est signé, sauf que le package a été vérifié par Microsoft dans notre cas comme ne pointant pas vers un site web étrange. Tu peux mettre les ratings pour les enfants, de dire, pour les parents, ils sont rassurés sur le fait que si tu as 3+, et que tu as validé le process de validation, c'est que moi, mon jeu que j'ai publié, par exemple, je l'ai mis 3+, parce qu'il faut couper des pommes avec son doigt, c'est pas très dangereux. Pareil chez Google, ce qui va se passer chez Google, on utilise un autre truc, donc un autre terme, je suis désolé, qui s'appelle TWA, pour Trusted Web Activity. Et cette fois-ci, en gros, pareil, on crée un package, donc on crée un APK avant. Si vous êtes utilisateur Android, vous avez déjà dû entendre parler de ce format de fichier. Maintenant, des bundles aussi. Et on crée, nous, au niveau de PWA Builder, ces APK qui vont packager la PWA et la publier dans le store de Google. Avant, on utilisait des WebView. Donc, avant, c'était des applications natives, que ce soit chez Microsoft ou Google, c'était des applications natives qui embarquaient une WebView vers laquelle on pointait vers la PWA. Maintenant, on pointe vraiment vers la PWA dans le sens où on va utiliser les navigateurs des plateformes pour qu'on installe l'app depuis le store. Et donc, le navigateur en question, il est empaqueté dans le package ? Non, pas du tout. On utilise le navigateur local. Installé localement, ok. Il y a des effets inverses aussi. On peut imaginer qu'Epic Games, il passe du coup en PWA. Alors, c'est un bon point. Par exemple, il y a eu des guerres entre Epic et Apple là, sur leur jeu, sur la monétisation. Nous, on a le même problème sur le xCloud. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas publier l'app xCloud sur iOS parce qu'on viole leur policy de store. Si tu passes à travers un navigateur, tu n'as plus ce souci-là. Par contre, je pense que si Apple peut se réserver le droit de ne pas valider ta PWA dans le store. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, les utilisateurs pourront toujours passer par le navigateur, voire l'installer depuis le navigateur. Dans le cas d'iOS, c'est très mal fait, je pense volontairement, et le support de PWA n'est pas bon sur iOS. Dans le cas d'Android, c'est très bien fait. Sur Windows aussi, c'est très bien fait. Mais les utilisateurs ne sont pas encore éduqués à cliquer sur ce bouton plus. Il y a un travail. Alors moi, j'essaie de secouer un peu mes copains de Edge pour qu'ils soient meilleurs là-dessus. Parce que les gens, ça ne leur parle pas. Jusqu'à présent, ils étaient sur un site web. On leur dit, tu peux installer ce site web, ça ne leur parle pas. Ils ne voient pas l'intérêt de le faire.
Disons qu'on confond avec épingler. Le terme épingler une app, ils n'ont même pas l'habitude de faire ça. Mettre en favori. Oui, mais c'est pas simple. Après, c'est comme quand tu vas sur n'importe quel site web actuellement où il y a la notion de notification qui peut exister. Là, tu as toujours un pop-up qui arrive où on te demande blocage, etc. Donc, ça devient un petit peu gonflant, comme le RGPD, etc. Donc, comme tu dis, tu as 15 fenêtres à fermer avant de pouvoir commencer à lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si tu en rajoutes encore une autre pour les PWA, ça va peut-être aussi être contre-productif, quoi. Donc, c'est pas simple comme mise en place. Oui, c'est pour ça que les stores, ce que peuvent faire les stores, on n'y est pas encore tout à fait, mais on peut déjà faire ce processus de validation où on a une meilleure relation, les stores, avec les utilisateurs parce qu'ils ont confiance dans les stores. On a appris aux gens de se méfier des sites web, à juste titre, parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas toujours clean sur les sites web. Et nous, ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est avoir une expérience d'installation. C'est bête, parce qu'au final, c'est ta question, Richard, ou je ne sais plus, Christophe, c'est pourquoi aller dans le store. Ouais, c'était toi, Richard. C'est pour cette relation de confiance qu'on est utilisateur. Et au passage, on pourrait dire, tu vois, les trucs de est-ce que vous êtes d'accord pour avoir des push notifications ou accéder à votre système de fichiers, parce que maintenant, on peut accéder au système de fichiers avec une PWA. On pourrait les grouper, de dire à l'utilisateur, comme une application dans le store, cette web app, pour qu'elle fonctionne parfaitement, elle va faire ça et ça et ça sur ta machine. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Puis tu as un seul oui. Comme les capacities. Et voilà, tu passes à autre chose. Tu vois, ça serait plutôt que 12 pop-up qui te dit, auxquels tu ne comprends pas forcément grand-chose d'ailleurs. Il y a juste un truc aussi, moi, qui me chagrine, c'est, imaginons, là, j'ai développé mon application Twitter, donc les gens, ils l'ont installée depuis le store, donc vous l'avez certifié, vous avez regardé, tout va bien à l'intérieur, donc j'utilise mon application Twitter. Ici derrière, un petit peu plus tard, je décide de changer mon application Twitter pour qu'elle se transforme en grosse application bien sale qui fait voir des choses qui ne sont pas sympathiques. Comment ça se passe? Vous vérifiez pas en permanence ce qui se passe derrière? Non, bien sûr, l'avantage du modèle, c'est que si je veux mettre à jour mon application, je ne suis pas obligé de repasser par le store. Donc, j'ai oublié un truc dans mon CSS et que je veux aligner un peu mieux un bouton. Je n'ai pas besoin de resoumettre un package et d'attendre une semaine que Microsoft ou Google se décident à avoir mon package. Donc, ça, c'est le côté positif. Et les développeurs web n'auraient pas supporté de repackager à chaque fois. L'inconvénient, c'est… Je t'interromps. Donc, sur cet aspect-là, ça veut donc dire, parce que ça, c'est un point qui n'était pas clair pour moi, quand tu installes une application depuis le store, peu importe le store, il t'installe le package en local et donc tu as l'instant T, mais les prochaines mises à jour ou les téléchargements, tu te connectes quand même sur ton propre site. C'est quand même un site web vers ton propre serveur sur lequel tu récupères les pages. C'est le service worker qui fait le job, non? Le service worker, il s'occupe de éventuellement faire la mise à jour. Il peut gérer les mises à jour du cache, etc. Mais il le fera depuis ton site web que tu mets à jour toi-même. Donc, une fois que tu as fait la première validation vers le store, c'est quasiment fini, sauf si tu veux mettre à jour ton icône, par exemple, sur le store, tu es obligé de resoumettre un package. Oui, c'est ça. Mais c'est assez rare. C'est assez rare que tu changes. Ou la description, si tu veux vraiment mettre à jour ta description, tu es obligé de faire une resoumission. On y travaille pour changer ça et justement… Nous, on aimerait bien au maximum prendre des informations du manifeste du site web comme source de référence, tu vois, plutôt que de devoir toujours soumettre. Mais effectivement, ta mise à jour, elle est indépendante du store après. C'est ça. Ensuite, comme tu le dis, Richard, il y a une espèce de contrat de confiance qui se met en place entre Microsoft ou Google et le site web. Rien n'empêche ensuite de tout changer le contenu par quelque chose d'autre. Donc, il y a un processus de vérification manuelle pour vérifier qu'il n'y a pas de différence entre ce que l'utilisateur a déclaré dans un premier temps et ce qui est mis en place. Mais il peut avoir un loupé. C'est clair qu'il peut avoir pendant un temps le fait que tu changes de contenu. Ensuite… ça peut se faire aussi avec des applications normales. Regarde Epic avec l'application chez Apple où ils ont fait l'activation par leur côté serveur. Bien sûr. Donc en fait, malgré tout, c'est quand même… je ne sais pas si c'est vraiment arrivé une fois chez nous. Il y a quand même moins de risques que ça peut arriver sur un site web. Tu peux aller sur twitter.com, pas twitter.com parce que c'est connu, mais un site où tu commences à avoir confiance et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ils décident de tout changer. Donc, mais c'est la limite du modèle sur la relation de confiance absolue. Google fait un modèle qui est différent du nôtre, qui est intéressant parce qu'il y a aussi, j'anticipe une nouvelle question, c'est si jamais je publie la PWA à la place de quelqu'un d'autre.
parce que rien ne m'empêche de prendre une PWA, parce que c'est une URL, d'aller dans le store et de dire, bah voilà, moi j'ai fait cette PWA. Donc on réfléchit, nous, côté Microsoft, à comment réussir à prouver ou engager la personne qui soumet ce truc-là comme elle s'engage en étant honneur. Côté Google, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'obligent à mettre... Pardon ? Bing et Google, ils demandent à mettre une clé dans le header des pages, en fait. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ça ? Nous, on ne le force pas, mais Google, pour publier ta PWA dans le Play Store, si jamais tu ne mets pas en place un système de preuve numérique quelque part, tu auras toujours l'adresse barre du navigateur présente. En fait, ça se comportera très proche, ça ressemblera beaucoup à un navigateur et pas une app full screen comme on peut le voir avec une PWA. Parce que ce qu'on n'a pas expliqué aux gens aussi, c'est que quand tu installes une PWA depuis le navigateur ou les stores, tu n'as plus l'interface du navigateur. Donc, ça ressemble vraiment à une app dans le sens où tu n'as pas la barre d'adresse, etc. Donc, mais pour montrer le bon exemple, si on prend, puisque nous, on est en train d'enregistrer avec Teams, si je me trompe, Teams, c'est une PWA, c'est ça ? Teams est une app Electron la plupart du temps, et donc c'est du web, mais c'est packagé dans un container natif où Chromium, pour le coup, est installé à chaque fois. Ah oui, c'est ça, oui. Ok, donc on fait la différence à ce niveau-là. PWA, c'est vraiment, comme on le disait avant, il y a vraiment la notion de le serveur est toujours là et je me connecte dessus pour récupérer le CSS, les pages. C'est un site web. C'est comme le disait Christophe au démarrage, n'oubliez pas que c'est un site web. Avant tout, tous les mêmes principes restent valides. C'est un site web. Une app Electron, c'est une app dans le sens où on utilise le moteur de Chromium pour exécuter ton code web localement, mais tu installes un package Win32 dans le cas d'Electron. Tu n'as plus besoin de serveur web et tu ne te connectes plus à l'extérieur sur ça pour récupérer l'application. Et du coup, la mise à jour du contenu de ton app, c'est une mise à jour d'app classique. Tu peux avoir du contenu en partie live, c'est-à-dire que le contenu peut venir du web, enfin du serveur web aussi, il y a de l'hybride. Et on travaille à transformer Teams en pure PWA pour nos futurs devices. Est-ce que WebView 2 fait partie de cette évolution ? Non ? Aucun rapport ? Alors, en fait, pour que les gens comprennent, du coup, on a plusieurs façons pour faire des apps web, on va dire. Il y a le site web qu'on transforme en PWA. Donc ça, c'est pour nous, en ce moment, c'est ce qu'on pousse le plus côté Microsoft, en interne comme en externe. Il y a une app Electron. Donc ça, c'était un projet fait par GitHub, qui est à nous maintenant, puisqu'on a racheté GitHub, qui permet de packager avec du code, enfin de la technologie qui vient du monde web, une app dite, elle n'est pas native, mais du coup qui va s'exécuter localement et qui va être packagée comme une app native. Il y a un mini serveur web en interne directement dans Electron, quoi. Voilà, c'est le moteur V8 de Google qui est là, il y a Node.js qui est là, enfin donc tout est exécuté. Donc c'est comme si c'était une instance indépendante complète de Chrome dédiée à votre application, sur laquelle vous avez un peu plus de la main, vous pouvez faire des calls aussi aux API locales, etc. Donc, c'est plus large que ce qu'on peut faire avec une page web. Et la dernière approche, c'était quoi la dernière approche ? J'ai oublié du coup. Le WebView. Moi, je parlais de WebView 2. La WebView, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on peut faire une app native, donc C++, C#, peu importe, Java, dans laquelle on met une WebView. Et souvent, les gens, ils font plutôt des applications hybrides dans ce cas-là. C'est-à-dire que la plupart de l'app est native. Et à un moment donné, ils se disent, bon, bah là, on a déjà tout le contenu qui est sur notre serveur web. Ça me gonfle de refaire l'API. On va pas tout faire, donc je vais faire une WebView bien intégrée, donc tu peux le faire plus ou moins bien. Et là, on va mettre un contrôle natif qu'on appelle WebView. L'ancien WebView était basé sur le moteur de Edge précédent, qu'on appelle Spartan en interne, qui s'appelle Edge HTML publiquement. Et là, on l'a mis à jour, le contrôle, pour qu'il, plutôt que d'utiliser l'ancien moteur, il utilise le moteur Chromium. Et donc là, effectivement, ça veut dire que si tu fais une app hybride, ou tu peux aller la faire full screen aussi si tu veux, dans ces cas-là, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que si c'est full screen, c'est toujours ton site web la source de référence, donc c'est pas très grave. L'avantage de la WebView, par contre, c'est que tu peux faire des appels au système si tu le souhaites. Donc, imaginons que tu as envie d'appeler WinRT et que tu fasses un bridge entre le monde natif et ta WebView qui tourne en JavaScript, tu peux le faire. Mais nous, on veut aller le plus possible vers la version standard, donc PWA, où si tu as besoin d'un truc vraiment spécifique à la plateforme, on t'incite plutôt à faire du natif plutôt que d'essayer de faire de la tambouille comme ça. Oui, Christophe. Il a trouvé le bouton, je lève la main dans Teams. Voilà, je l'avais oublié celui-là. Est-ce qu'on peut dire que faire des apps PWA, c'est bon pour la planète ?
C'est super compliqué. Je m'intéresse depuis peu de temps au côté green computing et j'avais un call justement avec des experts ce matin qui était très intéressant. C'est là où tu passes ton énergie, où tu dépenses ton énergie, ça va être sur le serveur, donc ça va dépendre où tu le hostes. Si tu es en France, on a une énergie nucléaire qui est fortement décarbonée, donc c'est bien. Le réseau ensuite et l'exécution côté client. Côté client, par exemple, je pense que le navigateur lui-même est bien optimisé, mais si je fais un jeu, il y a de fortes chances que ça soit plus optimum dans un langage natif pour exploiter finalement les capacités de la machine et consommer moins d'énergie. Donc c'est une question difficile de répondre, est-ce que c'est bien pour la planète ou pas? Je ne suis pas sûr que ça soit un élément discriminant pour faire son choix aujourd'hui. C'est-à-dire que grosso merdo, tu vas consommer à peu près la même quantité d'énergie all up, c'est-à-dire qu'entre le serveur, le réseau et le client. Donc c'est une bonne question, mais j'aimerais bien un jour te répondre de manière plus précise, d'avoir benchmarké la même app. On a des clients, je travaille avec Spotify qui a une version PWA, une version native sur les plateformes, et on a des outils de mesure. Il faudrait mesurer en fait l'énergie consommée par deux apps qui sont vraiment très très similaires, parce que c'est difficile des fois de faire vraiment les mêmes deux apps entre deux technos différentes, et d'essayer de voir s'il y en a une qui consomme plus d'énergie ou pas. Il faut compter les pizzas qu'on donne aux développeurs aussi, parce que parfois c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Il n'y a que le cache qu'on peut dire qui est bénéfique, quoi. Pas que ça, il y a WebAssembly qui va te faire plaisir parce que tu es fan de Blazor. Donc, WebAssembly peut être plus efficace sur la gestion énergétique côté processeur. Les web workers qui sont l'équivalent, c'est le multithread du pauvre en fait, le web worker. Et effectivement, le service worker peut éviter de faire des requêtes réseau non nécessaires et donc du coup réduire ton empreinte carbone. Richard avait une question qu'on va peut-être prendre après, qu'on va prendre maintenant pour après peut-être passer à un aspect. Maintenant, il y a Christophe du coup qui a une question. Oui. Non, mais moi, justement, je voulais revenir de façon très, très terre à terre. C'est, imaginons que j'ai développé un site web qui est une application PWA et que je voudrais la publier sur le store de Microsoft. Comment je fais? Voilà, ça c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si Christophe a une question un peu plus théorique avant, mais peut-être voir après l'aspect pratique des choses, effectivement. Ouais. Comment on fait, si on peut partager l'écran et nous dire, tiens, J'ai une dernière question théorique, en effet. C'est le SEO et le PWA. Tu as des trucs là-dessus? Parce que parfois on pourrait... C'est quoi Quelle est la frontière entre... Il y a au côté dev, le single, la SPA, c'est-à-dire que les single page applications, type Angular, etc. Et en fait, le SEO, qui est quand même important pour des sites web, le référencement, et les PWA, ça se marie bien, il n'y a aucun... Aujourd'hui, une PWA étant un site web, ça sera ni mieux ni moins bien, sachant Google commence à quand même se réfléchir à mettre en avant peut-être plus une progressive web app, parce que du coup, l'expérience serait meilleure pour l'utilisateur. Donc, par exemple, Lighthouse, qui est utilisé en partie, donc Lighthouse, c'est l'outil de Google qu'on retrouve dans les Developer Tools, le F12 de Edge ou Chrome. Lighthouse, maintenant, te donne des indications autour des PWA. Et Lighthouse, c'est le même moteur qu'ils utilisent aussi en partie pour leur référencement. Donc oui, tu as de fortes chances, je pense, moi je ne connais pas l'algo de Google, mais il y a de fortes chances qu'une PWA ait des points bonus, tu vois, pour être mieux mis en avant qu'une version non PWA. Ensuite, pour tout ce qui est deep linking et pour référencement correct par rapport à une single page application, les pratiques restent les mêmes. C'est-à-dire qu'une PWA ne va pas plus t'aider ou plus t'embêter que ce que tu as actuellement. Merci. Donc, je vous propose de faire un partage d'écran alors, du coup, et de répondre à d'autres questions grâce à ça. Ouais. Et donc, dans Teams, tu vas en haut à droite, là, c'est le petit bouton. D'accord. Depuis le temps que je le cherche. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Vous devriez voir mon écran. Ouais. Il est petit, je pensais qu'il était vachement plus large. J'ai réduit pour vous la résolution. Qu'est-ce qui t'a demandé de réduire la résolution? On me demande bien qui, moi. Ouais. Donc, en fait,
PWA Builder, c'est un projet que je gère, donc je vous le disais, qui est un projet open source. Et il y a deux façons de faire. Soit vous êtes totalement débutant, et dans ce cas-là, on vous a donné un projet pour démarrer de zéro qui prend ce que nous, on considère les dernières bonnes pratiques. Donc, on ne vous force pas à prendre une stack particulière, React, Vue, Angular, peu importe, c'est à vous de choisir. Nous, on part sur du vanilla avec un peu de web component. Donc, peut-être qu'on en reparlera des web components. Donc, vous pouvez partir de là et en fait, on a déjà un squelette d'applications que vous pouvez utiliser dans VS Code et vous pouvez partir de là. Et donc, on l'a utilisé pour fabriquer d'autres trucs grâce à ça. Donc, on voulait partager nos bonnes pratiques. Souvent, les gens, quand ils viennent ici, ils se disent, bon, moi j'ai un site web où je suis content. Alors, pour avoir un site web que je considère un bon candidat pour aller vers le store ou être une PWA, il faut au moins déjà avoir le responsive design. Si vous n'avez pas de responsive design, les gens ne vont pas considérer votre site web comme quelque chose proche d'une application. Si le design ou même l'UX est globalement dégueulasse, ça ne va pas le faire. Donc, prenons un mauvais exemple, msn.com. Donc, sauf si ça a changé. Donc, on commence par l'analyser. Donc, c'est là, nous, au côté de notre back-end, on a des API qui vont vérifier ce qui se passe. On voit que c'est bien servi en HTTPS et que le certificat est valide. Et c'est là, en fait, où ça peut prendre un peu de temps, c'est qu'on utilise Puppeteer, qui est une technologie, en fait, qui nous permet, en fait, de naviguer vers un site web et de simuler, en fait, un navigateur et de voir, est-ce que le service worker, il est bien installé, etc. Et normalement... Donc, ça veut dire, pendant qu'il regarde, voilà, ça veut dire que tu es obligé d'avoir d'abord au préalable publié ton application sous forme de site web public. Voilà. Ça, c'est une condition préalable. Ouais, alors tu peux récupérer le code de PWA Builder et l'exécuter localement sur ta machine et du coup mettre localhost. Moi, ce que je fais sinon, j'utilise ngrok, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un truc qui permet de rediriger ton localhost vers une adresse publique. Alors, si tu as la version gratuite, c'est un GUID horrible pour que ce soit bien chiant, pour que tu aies envie d'avoir la version payante où tu auras, par exemple, je pourrais avoir davrous.ngrok.com et qui est juste actif quand mon localhost tourne et je redirige mon localhost vers cette adresse publique de manière à ce que moi, je puisse l'analyser. Donc, c'est ce qu'on fait de temps en temps. C'est comment ça? C'est nvrog? Ngrok. Ngrog. Ngrok, comme ça. Voilà. OK. Donc, tu peux récupérer le truc en local et c'est super simple d'utilisation. Donc tu vois, tu te dis, là, je redirige sur du 80. Enfin, tu regardes, la doc, elle est assez simple à utiliser. OK, nickel. Donc là, dans ce cas-là, on voit que le seul truc qui est bien, c'est le HTTPS, pas de service worker. En tout cas, on n'a pas réussi à en détecter. Souvent, c'est pas bon signe. Et le manifeste, il n'y a rien. Alors, le manifeste, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les gens à le mettre en place. Alors, c'est un morceau de JSON, hein, le manifeste. Dans notre cas, on a essayé d'extraire ce qu'on a pu trouver comme un méta-information depuis le HTML pour le pré-remplir. Et ça ressemble vraiment au comportement d'un manifeste pour ceux qui ont fait de l'UWP ou qui ont fait des applications Android. La manière de décrire ce que va faire votre application. C'est fortement inspiré de ces apps-là. Il y a un truc qui est bien chiant dans le cas des manifestes, 12 000 types d'icônes. Donc, je peux donner une image, ici, choisir un fichier, et il va générer toutes les icônes dans les différents formats pour Android, pour iOS, etc. Et il va les insérer ici, et je pourrais ensuite télécharger ces ressources pour les copier-coller directement dans mon projet web. On peut générer des screenshots aussi. Ça veut dire que si tu es vraiment une buse, tu peux créer ton site web et puis après tu viens là et vous allez m'aider à créer ce manifeste et à générer les images qu'il faut et tout le bazar, quoi. Exactement. Donc buse pour Business Unit System Engineer. Effectivement. Donc c'était l'intention initiale de PWA Builder. D'ailleurs, c'est mon chef qui avait créé ça. Et il se trouvait qu'il y avait plein de gens, comme tu le dis, qui n'avaient pas forcément une grosse expertise en dev web, où ils ont repris un projet, qui se sont dit, voilà, si tu mets déjà un manifeste, c'est pas très compliqué, mais en plus, on te guide. Et ensuite, on va te guider sur est-ce que tu veux full screen, donc ça, c'est le comportement souvent par défaut, et tu as différentes valeurs. D'ailleurs, on va faire un redesign de PWA Builder pour que ça soit meilleur à ce niveau-là. Prenons une app qui est mieux faite que celle-là. Je vais prendre mon petit jeu. Voilà, donc... pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai aussi participé au projet Babylon.js que j'ai créé avec mon copain David il y a longtemps. Donc,
quand je veux m'amuser, j'utilise forcément mon moteur 3D préféré, donc un moteur WebGL. Donc, j'avais fait ce petit jeu-là et qui est une PWA. Donc, imaginons qu'à la place de MSN, j'ai fait ce travail de mettre en place les différentes briques nécessaires. Là, en fait, on voit les recommandations, que je passe une partie des recommandations. Donc, déjà, mon web manifeste a bien été déclaré et on commence à faire des recommandations supplémentaires. Vous vous souvenez, je vous parlais on aimerait bien de meilleure qualité pour le store. Pour le store, ce serait bien que vous nous donniez des screenshots, vous donniez la catégorie. Dans mon cas, ce serait bien que je dise que c'est un jeu. Et on peut avoir des shortcuts. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les shortcuts, c'est quand je fais bouton droit ici. Alors là, il n'y en a pas, malheureusement. Mais là, il doit en avoir. Il n'y en a pas non plus. On peut avoir une liste d'actions disponibles qui nous permettent d'aller, par exemple, directement vers sur Edge. Sur Edge, je dois l'avoir. Ouais. C'est nouveau, ça, hein, dans PWA Builder. Ça y était pas la dernière fois, ces trucs recommandés. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on va faire un redesign. Et vous voyez, là, j'ai un souci. Normalement, il aurait dû trouver mon service worker. Donc, on est en train de bosser sur... Il travaille. Voilà, sur fixer certains bugs. Mais normalement, il aurait dû me dire que j'avais bien travaillé. Et le manifeste, c'est simplement un fichier, un fichier texte, mais point manifeste qui se trouve. Il est là. C'est manifeste.json, c'est ça. Voilà. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais il doit être servi en tant que type meme JSON. Donc, moi, c'est mieux de le mettre en point JSON. Là, on voit tout ce que j'ai fait. On voit mes icônes. Ici, mes icônes. Donc, bon, apparemment, j'ai bien travaillé. Moi, j'essaie de forcer le mode landscape parce que c'est supporté par la plateforme. Pour mon jeu, il est mieux en mode landscape. Donc, ça, c'est des informations à terme qui vont être utiles pour les stores aussi. Ce n'est pas aujourd'hui pris en compte et Microsoft y travaille. Un manifeste, il peut avoir plusieurs langues, puisqu'en fait, dedans, on va avoir des descriptions. Mais si ton site a plusieurs, une dizaine de langues, comment ça se passe? Ça se déclare que pour la langue principale? Alors ça, c'est une question qui n'est pas résolue dans ma tête. Parce que j'ai eu la question récemment en interne. On a de l'écho tout d'un coup. Là tu es devenu t'es à Notre-Dame de Paris. Là. Ouais, j'ai un peu d'écho, c'est revenu. Et donc, du coup, je ne pense pas qu'on puisse préciser des descriptions localisées dans le manifeste pour l'instant. Il faudrait que je vérifie. Mais je sais que ça a été levé comme point chez nous, donc on va y travailler. On ne peut pas en mettre plusieurs. C'est un seul manifeste. Hein. C'était la question. Non, qu'un seul manifeste, effectivement. Au niveau du manifeste PWA, là, toi, tu as eu une petite erreur. Là, moi, par contre, ça fonctionnait sur un site et j'ai pris un site au pif et ça marquait, il n'y avait pas du tout de service worker, donc ça marquait as service worker 0, service worker as cache handler 0 et service worker as correct scope 0. Okay. Donc voilà, au lieu du pop-up orange que tu avais, ça te checkait 3 points. Ça, je l'ai mis parce qu'en fait, de temps en temps, on a des timeouts. Dans le cas de mon jeu, en fait, mon jeu, il a beaucoup de ressources qu'il va télécharger au démarrage pour pouvoir avoir l'offline. Et du coup, on a un timeout pour éviter que nos serveurs tombent si jamais il y a des gens qui font n'importe quoi. Donc, c'est là où on doit travailler. Mon jeu n'est pas toujours le meilleur exemple. Si j'avais utilisé PWA Builder lui-même, ça aurait fonctionné. Mais j'aime bien montrer mon jeu. Tant qu'on y est avec le manifeste, une dernière petite question. La définition du manifeste, c'est-à-dire la structure du contenu du manifeste, là on a langue, name, scope, display, etc. Ça c'est géré par le W3C, c'est pas Google et Microsoft qui font leur truc dans leur coin. On fait nos trucs dans nos coins, mais ensuite on travaille ensemble pour le mettre en place. Et il est défini ici en fait. Donc tu vois qu'il y a des Aaron avec qui je travaille, donc c'est un des éditeurs de la spec côté Microsoft. Donc on travaille par exemple sur l'intégration des shortcuts, qui est le bouton droit pour les actions ici. Kenneth, c'est quelqu'un que je connais qui est chez Intel qui travaille dessus. Donc on travaille tous en concert, bien évidemment. Et là, c'est une spec, c'est aussi chiant qu'une spec. Hein, donc quoique celle-là, elle n'est pas trop chiante encore. Donc ça va t'expliquer les différentes propriétés qui sont ici. Et nous, on s'occupe de le simplifier en remappant là pour aider les gens. Et c'est là où il faut que j'améliore encore la qualité de la doc associée. Donc, je viens de récupérer une super designeuse pour nous aider à faire ça.
Parce que c'est toujours pareil, il y a toujours, enfin, je ne sais pas si ça avance vite au niveau de la définition du manifeste, et puis il y a donc les nouvelles versions du manifeste, et puis derrière, il faut que les navigateurs ils le supportent, et après, il y a les navigateurs qui veulent avoir leur propre truc un petit peu spécifique, etc. Étonnamment, ça va assez vite. Alors, ça va beaucoup plus vite depuis qu'on a le moteur Chromium. C'est-à-dire qu'on se met d'accord avec Google, Intel aussi, ils sont assez rapides. Samsung aussi est basé sur son navigateur est basé sur Chromium. On se met d'accord en disant, ça serait super pratique dans le manifeste pour telle et telle raison. On l'implémente dans Chromium, boum, il y a déjà 3 navigateurs qui l'ont. Il y a Samsung Internet, Edge et Chrome, tu vois. Et tous les autres. En gros, il n'y a que Apple qui, je suppose, qui traîne ou qui ne suit pas de la même manière. Et Firefox qui ne traînent pas forcément, mais qui n'ont pas forcément le même point de vue que les gens qui travaillent autour du projet Chromium. C'est pour ça que je suis étonné. Qu'est-ce que vient faire Intel et pas Firefox au niveau du W3C? Alors, ils sont présents au niveau du W3C. Il se trouve juste qu'ils ne sont pas éditeurs de cette PEC forcément. C'est juste, si je prends une autre spécification, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'avoir tous les représentants du W3C sur chacun des modules sur lesquels on travaille. Donc, et qu'est-ce que fait Intel ici? Intel, ils sont intéressés. Alors, c'est surprenant. Moi, je travaille avec eux, donc je m'étais posé la même question. Eux, ils veulent être sûrs que les spécifications web utilisent au mieux les capacités des processeurs Intel. Donc, ça peut paraître surprenant, mais par exemple, si jamais on pourrait avoir, je ne sais pas moi, une webcam avec du traitement en temps réel sur la webcam qui tourne mieux sur un processeur Intel que sur du ARM ou autre. Donc, eux, ça les intéresserait, pareil. Ouais, donc ils essayent d'influencer des specs peut-être autour du ML, tu vois, ou ML machine learning, enfin, tu vois, ce genre de choses. D'accord. Et je reviens sur le Apple, sur les Mac et les iOS et autres. Apple, c'est les gros casse-pieds. Que ce soit sur leur politique du store que leur vitesse d'implémentation, pour une raison qui est, à mon avis, évidente, c'est que les Progressive Web Apps, c'est des concurrents sérieux aux apps natives. Et donc, là, on va parler de publication vers le store, puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille, qui vous intéresse aussi. Mais si un jour, ce bouton plus qu'on voit ici, là, j'ai déjà installé en tant qu'application, mais PWA Reader, je n'ai pas fait. Donc aujourd'hui, c'est ça l'UI. Pour suggérer l'utilisateur, vous voyez, personne ne clique dessus aujourd'hui. Notre télémétrie, elle montre que, assez logiquement, personne ne comprend ce que ça veut dire. Mais sauf le développeur. Ouais, sauf au développeur, sauf à celui qui l'a mis, il est tout content. Ouais, j'ai le bouton plus. Oui, voilà, c'est ça. Personne n'utilise, c'est dommage. et donc ça, à terme, si on fait mieux notre travail d'engagement des gens, d'explication de ce que ça veut dire d'installer un site web et que ça apporte des choses supplémentaires, parce que ça va mieux l'intégrer aussi dans mon système d'exploitation, on en a parlé tout à l'heure, c'est un moyen de bypasser le store. C'est-à-dire que là, je ne suis pas obligé de le publier dans le store. Ouais, c'est ça. Ce bouton plus, ce qui me manque, moi, en tant que dev web, c'est que je ne peux pas l'intégrer dans mon site web pour aller dire, comme si j'avais un bouton qui est un raccourci de ce plus-là. Du coup, moi, je pourrais le mettre en avant. Si on l'a en partie, mais je pense que tu ne vas pas être super fan pour autant du truc. On a un composant qu'on a travaillé qui est ici, qui est un component, un web component. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un web component, en gros, très rapidement, il est où le code? Voilà, il est là. C'est que tu références dans ton HTML quelque chose qui ressemble à une nouvelle balise HTML et qui va te donner un comportement complètement intégré. Le CSS, le JavaScript, tout est intégré. Et dans notre cas, une fois que tu as référencé ce composant-là, si je retourne sur PWA Builder et que je prends à nouveau n'importe quoi à analyser, normalement, je devrais avoir un nom. Chouette, hein. Du coup, tu mets toi-même en avant que tu es PWA. Ouais, alors, je ne sais même plus où on l'a caché, tu vois. Je l'avais vu tout à l'heure, pourtant. S'il est là, installe PWA Builder. Et tu vois. Donc, ça, on a essayé. Comme on trouvait que les gens de Edge n'étaient pas assez bons, nous, les petits prétentieux, on a fait ce composant web pour essayer de. Déjà, ça utilise la propriété screenshot du manifeste et d'inciter les gens à l'utiliser et de se dire, tiens, c'est peut-être plus cool pour les gens d'avoir cette expérience-là. Malheureusement, si j'essaye de l'installer à travers ce bouton-là, ça va se contenter de me reproposer cette UI parce que je n'ai pas le droit, en tant que développeur web,
de bypasser le navigateur qui est le seul garant de la sécurité. C'est pas grave, je trouve déjà, moi au moins, parce que les gens, les internautes, comme on disait en off tout avant, on est, nous, à notre niveau de dev, mais les gens du dessous, les gens qui sont pas dans notre métier, ils vont jamais regarder ce petit bouton là-haut. Et là, tu les invites à c'est bien, moi j'aime bien en fait l'idée. Oui, de toute façon, il y a une API JavaScript où tu testes s'il y a le Windows, je sais plus quoi comme capacité pour voir si tu as la capacité de faire l'installation et tu peux rajouter toi-même ton bouton. Là c'est fait beaucoup mieux parce que effectivement tu vas plus loin. Non seulement il fait apparaître le bouton, mais derrière il va lire le contenu du manifeste et puis il y a toute une UI qui est sympathique pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à nous faire des feedbacks. On a eu pas mal de contributions externes là-dessus. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir le transformer dans quelque chose de natif du navigateur. C'est-à-dire qu'avoir peut-être une API qui te permette d'avoir cette expérience encore meilleure que le bouton plus. Donc voilà, pour répondre à une des questions. Donc ensuite, on va avancer sur la fabrication du package. Donc on arrive ici. Là, c'est si jamais je veux télécharger les icônes qui ont été générées pour moi, le manifeste, et que je veux le mettre dans mon site web. Et c'est pareil, il faut que je revoie l'UI de cette partie-là. Tout le reste, c'est les stores. Donc, le plus utilisé sur notre site web aujourd'hui, c'est Android. Donc, les gens sont très intéressés pour aller sur Android. Donc, ici, en fait, par défaut, si je télécharge, il va récupérer un package qui va signer pour le store et me générer, j'en ai pas parlé, du coup, j'ai pas fini mon explication sur la manière que Google vérifie que vous êtes le owner du site. La manière de vérifier que vous êtes owner, c'est qu'on va prendre une clé, on va générer une espèce de timestamp et on va vous demander que la clé du package que vous allez envoyer dans le store correspond à la clé que vous allez utiliser pour signer aussi quelque chose que vous voulez mettre sur votre site web. Du coup, quand Android va charger votre PWA depuis le store, il va faire une requête réseau vers le site en question disant « Est-ce que tu corresponds bien à cette clé de signature qui a été utilisée pour le store ?» Si oui, on considère que, a priori, c'est vous qui l'avez fait parce que vous êtes capable de mettre la bonne signature sur votre site web et la bonne signature sur le Play Store. Sinon, on va afficher l'UI par défaut en disant « OK, il est passé dans le processus de validation du store, mais je dis à l'utilisateur que pour moi, c'est juste un site web, quoi. » Donc là, si tu cliques sur télécharger, tu télécharges quoi? Un APK que tu dois mettre sur le. Ouais. Alors là, ça évite. Normalement, si vous voulez faire ça manuellement, vous êtes obligé d'installer Android Studio et plein de trucs chiants sur votre machine que les développeurs web n'aiment pas parce que les développeurs web, en général, ils aiment que VS Code. Donc nous, on est content. C'est léger. Et Android Studio, Visual Studio, tout ça, c'est des trucs, ils veulent même pas en entendre parler. Donc c'est le but de PWA Builder, c'est que là, normalement, ça prend une petite minute. Il va générer, on le voit ici, un APK. Donc, je vais l'unzip. Et là, on voit l'APK que vous pouvez envoyer vers le store. C'est un format que Google va obliger les gens d'utiliser à partir de l'année prochaine, qu'on appelle un app bundle. Donc, on a la même chose côté Microsoft. Ça, c'est le fameux certificat qu'on a. On a généré une clé pour vous. Donc, on vous dit gardez-la bien au chaud parce que sinon, on stocke rien côté PWA Builder. Et l'asset link, ça ressemble à ça. Ça, c'est ce que vous allez devoir mettre sur le site spécial sur votre site web pour prouver que vous êtes bien l'honneur à la fois de l'app et du site web. Donc en gros, tu génères tout. Enfin, le PWA Builder génère tout, quoi. Exactement. Nous, on génère tout. Tout ce que tu as à faire ensuite, c'est d'aller sur le Play Store, de soumettre ça, de mettre ça sur la racine de ton site et tu as publié. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans mon cas. Si je cherche mon jeu, Play Store. Voilà, on le retrouve ici. Et donc, si vous avez un Android et que vous allez sur la fiche produit d'Apple Crusher, sachez que vous allez installer en fait une PWA. Vous voyez, j'ai même des retours sympas. Escroc, tu t'es mis 5 étoiles. Et bien sûr. En fait, con non plus, on ne va pas s'accorder. Donc ça, c'est la partie Android. Donc c'est assez facile à tester parce que du coup, le package qui est ici, là, je vous invite à d'abord le tester sur votre propre Android. Alors, ce qui est rigolo à faire, mais là, on n'aura pas trop de temps, je peux brancher un Android et faire tout depuis le téléphone Android, puisque ça marche depuis un navigateur web. Je vais récupérer l'APK et je peux l'installer localement depuis mon Android. Donc, c'est ce que je fais en général, moi, quand je veux tester pour éviter, vous savez, de prendre l'APK, de le balancer en USB sur mon téléphone, etc. Moi, je suis une feignasse.
Je le fais directement depuis mon téléphone Android, je récupère l'APK et j'installe l'APK localement pour tester que ça marche bien. Voilà. Donc, faites-le parce qu'on a... Pardon ? Je revenais sur la question tout à l'heure. Ce qu'on vient de faire ici, c'est pour Android. Si je veux faire ça pour iPhone, actuellement, ça pose des problèmes parce qu'Apple ne le supporte pas, c'est ça ? Bon, alors pour iPhone, il y a deux problèmes. Il y a un problème technique, c'est qu'ils vont moins loin que nous et Google sur le support des features PWA. Donc, tu es obligé de faire du travail un peu de hack autour pour que ça passe à peu près bien. Et surtout, leur politique du store n'est pas claire. Donc, moi, j'ai retiré le support d'iOS sur mon produit parce que il y a des gens qui sont passés à travers. Donc, il y en a un, vous connaissez un, il s'appelle David Catu, lui. Donc, ça, c'est une PWA, parce que lui, il est fan de cartes Magic. Et donc, il l'a mis sur tous les stores. Il a utilisé en partie à un moment donné PWA Builder. Ensuite, il a fait ses propres trucs dans son coin. Mais il l'a mis sur l'iOS Store. C'est-à-dire, si je cherche Urza Gatherer sur l'Apple Store, il existe dans l'Apple Store. Il est passé à travers. Je pense que vous connaissez David Catu. Pour ceux qui connaissent David Catu, il fait du boulot nickel. Donc, son expérience utilisateur, elle est parfaite. Il n'a pas le langage de design de iOS, mais c'est là où je vous parlais de cette notion entre définition de PWA en termes de minimum et ce que nous, on aimerait bien avoir. Apple sont beaucoup, beaucoup plus exigeants que Microsoft et Google sur la qualité nécessaire. Donc, je pense qu'ils n'arrivent pas à formuler ça en termes de politique de soumission sur le store, de genre, ils ne peuvent pas dire ta PWA ne doit pas être dégueulasse. Ça ne veut rien dire, tu vois. Mais en même temps, c'est même pas sûr qu'ils autorisent complètement. Je pense, soit David est passé à travers les mailles du filet, soit pas, parce qu'il y a des gens, je sais, qui ont essayé, qui se sont fait rejeter d'entrée de jeu. Il y a des gens comme David qui y sont depuis un moment et ça pose aucun problème. Il a même mis à jour récemment son logo, il n'a pas eu de souci. Et il y a des gens que je connais qui sont passés à travers le processus de validation et qui ont été rejetés après coup. Donc moi, tant que c'est pas clair, je veux pas proposer cette expérience-là. C'est ça. Donc c'est faisable, mais faut le faire. Les PWA et iOS, à part le store, hein, c'est pas un petit peu un coup de poignard face à iOS. C'est pas trop leur politique, effectivement, mais là maintenant qu'il y a Edge sur iOS, ça peut peut-être ouvrir quelques petites portes pour les utilisateurs, du coup. Ouais, alors Edge sur iOS, ça reste basé sur le moteur de Safari, hein, malheureusement. Ouais. C'est que Apple n'autorise pas autre chose que Safari comme moteur sur leur appareil. Donc, du coup, c'est juste un skin avancé, on va dire, de Safari, hein, Chrome et Edge, ou n'importe quel navigateur sur iOS aujourd'hui. Il semblerait qu'ils commencent à peut-être se poser la question de nous autoriser à mettre notre propre moteur. Si un jour ils mettent notre propre... C'est pour ça qu'ils ne le font pas, hein, en grande partie. C'est s'ils laissent Chrome arriver sur iOS, le vrai Chrome, Chrome, ils vont proposer l'expérience PWA nickel. Et du coup, on pourrait bypasser le store d'Apple si on considère que l'expérience est suffisante d'une PWA. T'as envie de te dire que tout doucement, une parenthèse, mais tout doucement, Apple... En plus, et tu te dis, mais c'est le déclin ou quoi, ce truc-là pour eux, quoi, à un moment donné. Enfin, non, je plaisante, mais parfois, tu peux te poser cette question. C'est pour ça qu'ils protègent, pour ça qu'il y a la guerre avec Epic, c'est pour ça qu'ils freinent des pieds sur les technologies web. Ils protègent leur précaré, hein, le store, c'est une manne financière énorme pour eux. Imagine, c'est ta boîte, imagine que tu as un truc qui te rapporte énormément d'argent et qu'il y a des vilains que tu considères vilains qui essayent de toucher à ton trésor de guerre, tu vas pas être très collaboratif. Ouais, mais tu sens que c'est plus dans l'air du temps. Tu sens que c'est has-been ce qu'ils font en fait. Enfin, attention, hein, ils ont des très bons produits, du très bon matos, c'est de la grande classe. Mais la façon de penser, parfois, tu te dis, mais c'est moyenâgeux, quoi. C'est plus dans l'évolution, quoi. Ils ressemblent un peu à nous il y a quelques années, en fait. Hein. C'est exactement ça. Et puis ils vont avoir une claque, comme vous l'avez eu. Et puis maintenant, vous en êtes sortis, quoi, puis haut la main. Et alors, donc pour aller sur le Windows Store, c'est la même chose ? Exactement. Donc Windows Store, on a soit l'ancienne version qu'on va bientôt enlever une fois qu'on considère que tout est stable avec le nouvel Edge. Alors c'est un peu plus compliqué pour nous, malheureusement. Il faut d'abord aller dans les options. Et dans les options, alors vous, je sais que ça vous avez déjà publié dans le store, mais il faut aller sur le Partner Center. Donc on explique ici avec les liens de documentation ce qu'il faut faire. On va pointer vers notre doc du GitHub, où en gros, il faut avoir un compte développeur. Hein, mais pareil chez Google, hein, il fallait avoir un compte développeur. Hein, je ne vous l'ai pas montré, mais pour publier, il faut un compte développeur.
Dans notre cas, si vous êtes un individuel, c'est 19 € et c'est un one-shot. Vous payez une fois 19 € et vous avez votre compte développeur. Vous allez dans le Partner Center et il faut créer un nouveau produit dans le Partner Center et vous allez récupérer un ensemble d'identifiants qu'il faut mettre ici pour qu'on puisse générer votre package à votre place correctement. Et une fois que vous l'avez fait, si vous cliquez sur Download, ça a exactement la même tambouille. Donc, je vais vous montrer. Ouais, on va générer le même type de fichier qu'on doit publier après, quoi. Il faut juste le lier au préalable pour la compilation, pour la génération du package, il faut le lier au compte. Voilà, il faut que les informations, les méta-informations soient les bonnes. Donc, je vais l'ouvrir, le package correctement pour vous montrer. On est partenaire développeur. Pardon ? Ou pas ? On est partenaire développeur à vie. Et est-ce que quand on était développeur pour Windows Phone à l'époque, on l'est toujours ? J'ai pas été depuis. Je sais pas, mon grand, il faudrait aller voir. Je suis en train de me connecter, mais peut-être qu'il va retrouver que j'existais avant. T'as perdu le lien Putain, je sais plus. Ouais, c'est pour ça qu'il est dans notre doc. Hein. C'est le lien, il est. Donc là, en fait, on a plusieurs packages. Ces 2 packages-là sont pour le store. Donc, on est obligé d'avoir 2 packages parce que on utilise une technologie très récente qu'on appelle Hosted App pour tout ce qui est la version Windows que j'ai au-dessus. Donc, on a des nouvelles technologies disponibles pour que l'intégration soit encore meilleure dans l'OS. Typiquement, le Task Manager qui proposera l'expérience, ça sera avec ce type de package. Et ça, c'est pour les versions un peu plus anciennes de Windows 10. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 packages. Et on a un package de sideload. Si vous voulez le tester localement, vous le lancez avec PowerShell. Et il vous montre le comportement de ce que vous aurez une fois que vous l'installerez depuis le store. Donc, ça correspond à ça. Et ensuite, bien sûr, une fois que vous l'avez publié dans le store, si on va sur, si on cherche ici Apple Crusher, voilà, il le trouve. Et normalement, je crois que je l'ai déjà installé. Donc, voilà, je peux y jouer directement. Donc, je peux l'installer. Et si je clique sur jouer, il va bien me lancer comme c'est transparent. C'est comme une application classique, quoi. J'ai une bonne nouvelle, je suis encore développeur, je peux encore publier, j'existe toujours et je viens de trouver que j'ai encore 135 $ à me faire virer sur mon compte. Et ben voilà, donc déjà non seulement c'est la bonne nouvelle de la journée. C'est la bonne nouvelle de ma journée, je peux donc économiser. Pour pouvoir manger à midi. Putain, je vais manger ce midi au McDo. Et tu vas pouvoir publier surtout ta superbe Progressive Web App Blazor dans le store. Exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai, j'en ai une que... Tiens, je vais tester. Tiens, je vais le faire. Attends, est-ce qu'elle est PWA Builder? Je vais tester si elle est valide. Bien. Donc voilà. Eh ben, c'est parfait. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a bien éclairé. Et je pense aussi que je vais faire quelques petits tests ce week-end. Je pense que je vais m'amuser avec ça. Je ne sais pas si vous aviez d'autres remarques. Oui, j'en avais d'autres. Vas-y alors. Non, c'est pas une remarque. C'est pour moi ma réflexion. Je pense que le PWA a un grand avenir parce qu'il va être évident que Google, numéro 1 des moteurs de recherche, va mettre en avant, comme tu disais tout à l'heure, les sites qui sont PWA, et forcément tout le monde va s'y mettre, puisque une fois qu'on te dit que, attendez les gars, les PWA sont mises d'abord en avant, à partir de là, je peux te dire qu'il y a une flopée de webmasters qui vont aller vérifier tout ça, quoi. C'est évident. Et je vous en ai pas parlé, mais ça tourne sur le genre de périphérique, donc dual screen, donc je faisais le malin avant, là en off, avant qu'on commence. Mais les PWA tournent parfaitement là-dessus. Donc, l'app de David, par exemple, il l'a entièrement refaite pour qu'elle tourne très bien en dual screen. Ce qu'il a évité pour ceux qui sont uniquement en audio, tu nous montres un Surface Duo. Oui, c'est un Surface Duo, pardon. Ouais. Donc, Surface Duo qui est dual screen. On a aussi les Samsung Z Fold qui sont des pliables. Donc, c'est un seul écran qui est pliable. Mais on a aussi une spec, la même spec qui adresse à la fois les deux screens et les screens pliables. Donc ça, c'est aussi, on travaille avec les gens de Google là-dessus qui sont très intéressés, et Samsung, au niveau du W3C à nouveau. Donc ouais, et j'aime bien ta référence au moteur de recherche parce que moi, je pense même qu'un jour, un des stores qui va naître, concurrent des autres, ce sera les moteurs de recherche. Parce que si tu cherches une app et qu'elle existe en tant que PWA, peut-être que tu pourras l'installer depuis Bing ou Google. Oh, purée, mais c'est évident. Je comprends même pas qu'ils l'ont pas fait maintenant que tu dis ça. Ça aurait été génial. Sur la droite, t'imagines, tu cherches Apple Cruncher ou je sais plus quoi, et puis hop, à droite, installez-le.
Ouais, bah, qui te dit qu'on ne travaille pas dessus? Bon, Je sais pas, on sait pas, imagine quoi. Mais ça serait génial. Ça fait partie clairement des choses sur lesquelles on travaille. Il y a Winget aussi, on travaille avec Winget pour pouvoir installer les PWA à travers Winget aussi. Donc nous, en fait, quelle que soit finalement la source, les habitudes des gens, que ce soit Store, le navigateur, on voit qu'il y a du travail sur l'amélioration de l'UI en termes de navigateur, mais on souhaite qu'on puisse acquérir cette PWA de manière sur plusieurs canaux, d'ailleurs channel, canaux, et que ça soit homogène sur la machine par contre, que t'aies pas, tu puisses le désinstaller une fois, quel que soit l'endroit où tu l'as installé, depuis lequel tu l'as installé. Ouais, c'est ça, ouais, que ce soit lié à ton compte, quoi. Ouais. Ok, nickel. Je pense que vu le temps, on a déjà bien passé un peu de temps là-dessus et c'est très intéressant en tout cas. Je pense qu'on arrive à peu près effectivement au bout de cet épisode, sauf si vous avez encore d'autres commentaires ou toi David, tu voulais nous rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, j'espère que j'ai couvert ce que vous vouliez que je couvre. Donc c'est riche comme sujet parce que moi je vous dis, j'ai des discussions passionnées avec plein de partenaires qui avancent. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion. J'espère qu'on aura réussi à lever un peu de confusion sur le côté un peu fourre-tout de PWA. Et que certaines personnes qui se posent la question, du coup, moi j'ai des gens qui viennent pour la première fois dans notre store, parce qu'on a le support de Chromium PWA maintenant. Donc, moi, mon équipe a beaucoup travaillé là-dessus, donc je suis assez fier. C'est pour ça que je l'ai montré aussi dans PWA Builder. Aujourd'hui, le seul moyen d'aller vers le store Microsoft, c'est à travers PWA Builder, parce qu'on a toute la logique pour générer ces packages. Mais il y a des gens qui viennent vers notre store uniquement parce qu'on a ce support de PWA dans notre store. Sinon, ils n'auraient pas fait une app UWP ou Win32, parce qu'on peut aussi publier des apps Win32 dans notre store, uniquement grâce à ça. Et étonnamment, je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques du store et que notre store, il a jamais super bien marché. Et mon équipe travaille sur le store maintenant. On est honneur du store client, donc on sait le travail qu'il y a à faire. Mais il y a, je vous dis, Twitter a des chiffres incroyables, comme Pinterest, comme pas mal d'autres. Donc ça prouve qu'il y a une façon d'acquérir des utilisateurs à travers ces canaux-là. Et vous avez vu, dans mon cas, le travail à faire n'est pas compliqué. Ça va dépendre de votre site web. Si votre site web, c'est un site web il y a 10 ans, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire que vous allez de faire un nouveau dev. Donc posez-vous la question de je veux faire un nouveau dev from scratch web ou je veux faire une vraie app native. La question se pose. Si vous avez un existant qui est déjà bon, la marche pour aller vers une PWA dans le store, elle est pas très chère. Ouais. Ok, nickel. En tout cas, moi je dis ça me donne bien envie de regarder, parce que j'avais déjà fait ça il y a déjà pas mal de temps, mais je vois que des choses me rappelaient plus, et donc je trouve que c'est plus facile que dans mes souvenirs. J'avais l'impression que c'était plus compliqué que ça pour faire du PWA. Donc, on pourrait mettre le site DevApps dessus. On pourrait, ouais, notamment, ouais. Il y a ça, et puis j'ai d'autres projets. Dès que tu auras passé en 3 points. Oui, je sais, j'ai encore regardé ça, monsieur Richard. Ouais. Alors, sur votre site, vous avez les podcasts, c'est ça qu'on peut... On peut, pour le moment, oui, c'est surtout la liste. On ne les regarde pas directement depuis le site, parce que c'est une redirection en... Si, un lecteur audio. Si, un lecteur audio et vidéo. Et c'est là où c'est compliqué sur le Service Worker. Tu pourrais proposer une option j'utilise le Service Worker pour télécharger un épisode que j'aimerais bien m'écouter dans la PWA en mobilité, où je sais que je n'ai pas une bonne connexion. Donc c'est là où le travail est important pour avoir l'expérience ultime de la PWA. C'est le Service Worker. Ouais, là pour l'instant, il y a tu récupères les flux, tu récupères l'application et tu récupères les flux RSS, où là tu peux être en offline. Après, l'audio et ou la vidéo, non. Pas de bouton de téléchargement, quoi. Non, le problème c'est que la vidéo, de toute façon, elle est sur YouTube, donc ça va être un petit peu difficile de la mettre offline. L'audio, il y aurait peut-être effectivement, parce que comme elle est chez nous, on pourrait proposer le téléchargement. Même le MP4, le MP4 est disponible en vidéo. Forcément, il est plus gros, mais ça serait envisageable aussi de le télécharger. Quoi. Voilà, je mettrai la version 3.1, Richard, quand tu auras terminé de faire la version des services Worker. On règle les comptes là. Voilà. Je vais vous laisser régler vos comptes et vous entretuer. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était toujours aussi cool de vous voir. Ça fait un moment en plus. Et puis, bon courage pour DevDay.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Juste avant de se quitter, effectivement, d'abord, te remercier d'être venu, ça c'est le principal, puisqu'on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Et rappeler 2 choses. Tous les mercredis, vous pouvez toujours nous rejoindre sur les meet-ups de DevApps. Donc je dis toujours, c'est gratuit, c'est sympa. Il suffit d'aller sur devaps.ms/meetup. Vous vous inscrivez, vous recevez, je crois que c'est 1 fois par semaine que tu envoies un mail, Richard, avec le lien du prochain meet-up. Et alors, comme tu viens de le dire, David, le lundi, a priori lundi prochain ou mardi prochain, donc le 16 et le 17 novembre. C'est pas appris, je te promets. Oui, mais ça dépend à quel moment je vais diffuser l'épisode, donc ça dépend à quelle vitesse je vais faire pour le créer. Mais logiquement, ça sera fait avant. Donc normalement, c'est effectivement lundi 16 et mardi 17 prochain. Sauf si c'est merdouille. DFD.be en Belgique. Donc cette année, contrairement aux années précédentes où c'était dans des salles de cinéma, donc en présentiel, ici forcément avec tout ce qui se passait en virtuel. Donc c'est gratuit cette année, il suffit de s'inscrire et vous aurez 3 tracks en parallèle pour le 17 de sessions techniques et le 16, 3 keynotes, 3 sessions sur des sujets un peu plus généraux. Donc il y a notamment un pilote d'avion qui va venir nous expliquer les techniques qu'il utilise, qu'il a appris en tant que pilote d'avion pour faire du dev. Ça peut être intéressant. Trop fort. Donc, il y a ça, il y a de l'intelligence artificielle le lundi, et il y a aussi un évangéliste de Google qui va venir nous parler des outils qu'il utilise et qu'il présente également dans son quotidien. Donc, ça, c'est 3 sessions le lundi soir. Top. Et juste si vous appréciez le podcast, je vous conseille toujours de venir nous soutenir sur tipeee.com/devaps. Et donc, c'est ce qu'ont déjà fait Damien, Enlil, si je prononce bien, Adrien, Michael. Ou bien simplement, vous rajoutez un commentaire en bas de page du podcast ou de la vidéo YouTube. Et ça nous fait toujours plaisir en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tout le monde. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Et à bientôt. Que la France soit avec vous. Merci. Salut. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps.